On commence? Oui, madame. Ok, d'accord. Alors, on va commencer par la suite du cours qu'on a déjà entamé la semaine dernière, la transformée de Fourier, la transformation de Fourier. Rapidement, donc, ce qu'on a fait la semaine dernière, c'était la définition de la transformée de Fourier. Donc, je vous rappelle que pour une fonction qui est assez régulière, donc de classe C1 sur un intervalle, sauf un nombre fini de points de discontinuité, où les limites de f et de sa dérivée existent aussi bien à gauche qu'à droite. Et si je prends une fonction qui est aussi absolument intégrable sur R, ce qui se traduit tout simplement, on l'a dit, par le fait de dire que le signal est stable, on a défini la transformée de Fourier comme étant une fonction, on a noté f chapeau, et on a donné la définition de f chapeau. Ensuite, on a donné les propriétés de la transformée de Fourier, à savoir que c'est une fonction qui est bornée, c'est une fonction qui est continue tout le temps sur R et que la limite de module de f chapeau de S quand S tend vers plus ou moins l'infini, c'est toujours égal à 0. On a aussi donné, je vous rappelle, les deux cas particuliers d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Ensuite, on a commencé par des exemples de calcul de transformée de Fourier. Le premier exemple qu'on a vu, que c'était la fonction porte, la fonction pi de t, et tout simplement la fonction définie par 1 entre moins 1,5 et 0 ailleurs. Donc, on a calculé pi chapeau de S. On a retrouvé aussi toutes les propriétés de la transformée de Fourier, les propriétés générales que je viens juste de rappeler. On a vu ensuite la fonction triangle, delta. Et en effectuant les calculs, on a remarqué que delta chapeau de S, c'était exactement pi chapeau de S au carré. Donc, le spectre de delta, c'est le spectre de pi au carré. Ensuite, on a vu la fonction gaussienne exponentielle moins a, valeur absolue de x, où a appartient à r étoile plus, et j'ai beaucoup insisté sur le fait que c'est une condition nécessaire, le fait que a soit strictement positif, assurer la stabilité du signal exponentiel moins a, valeur absolue de x. On a fait les calculs et on a trouvé que le spectre de exponentielle moins a, valeur absolue de x, c'était la fonction qui a s associée 2a sur a au carré plus 4 pi carré s carré. On va juste continuer maintenant avec un quatrième exemple de calcul de spectre. Donc, si je considère la fonction gaussienne g, la fonction qui a t associée exponentielle moins pi t au carré, donc ça s'appelle la fonction gaussienne. C'est une fonction qu'on va utiliser aussi en probabilité, cette fonction-là. Alors, c'est une fonction qui est de classe C1 et même de classe C infini, exponentielle moins pi t au carré. Vous pouvez la dériver autant de fois que vous voulez. Le signal est également stable. Pourquoi le signal est stable? Parce que si vous prenez l'intégrale sur R de valeur absolue de g de t, ça correspond à intégrer exponentielle moins pi t au carré entre moins l'infini et plus l'infini. En effectuant le changement de variable u égale racine de pi t, ça fait exactement 1 sur racine de pi fois l'intégrale sur R de exponentielle moins u au carré du. Or, cette intégrale-là, l'intégrale sur R de exponentielle moins u au carré du, elle est connue et elle vaut racine de pi. Donc, ça fait racine de pi sur racine de pi et ça va donner 1. Certainement, je suppose que vous l'avez vu, cette intégrale en première année. Quand vous avez vu les intégrales impropres ou les intégrales indéterminées, vous avez vu qu'elle vaut racine de pi. Est-ce que vous l'avez fait ou pas? Madame, non, c'était le dernier chapitre. On n'a pas arrivé à le faire. D'accord. Alors, cette intégrale-là, de toutes les manières, même si vous n'avez pas vu qu'elle vaut racine de pi, c'est une intégrale qui est connue, je vais vous envoyer
sur PDF un explicatif où vous allez voir que cette intégrale, on peut vérifier rapidement qu'elle vaut racine de pi, et c'est un résultat qui est connu qu'on peut utiliser dorénavant directement. C'est un résultat qu'on va utiliser aussi bien en maths de signal qu'en proba. L'intégrale sur R de exponentielle moins u carré du est égale à 1. Donc, je vous enverrai tout de suite après ce cours-là l'explication, une des méthodes. Il y a beaucoup de méthodes pour montrer que cette intégrale vaut racine de pi, mais l'une des manières de le faire. Bon, donc, c'est un signal qui est régulier, qui est stable. On peut passer au calcul de son spectre. G chapeau de S, j'applique la définition. Donc, c'est l'intégrale sur R. C'est une fonction qui vit de moins l'infini à plus l'infini, de G de T exponentielle moins 2pi st dt. Alors, je peux mettre moins pi en facteur quand je remplace G de T par exponentielle moins pi t carré, et ça va faire moins pi fois t au carré plus 2i st dt. Or, le t carré plus 2i st dt, je pourrais l'écrire comme un début d'un carré, comme vous le voyez ici. Ça va faire t plus is, le tout au carré. Donc ici, quand je développe, ça va faire t carré plus le double produit, donc 2i st. Il faudra retrancher à ce moment-là is, le tout au carré. Vous voyez? Donc en fait, je vais rajouter plus s carré. Alors, je vais effectuer après le changement de variable x égale t plus is. Et à ce moment-là, je vais avoir G chapeau de S qui vaut exponentielle moins pi, puisque j'ai posé x égale t plus is. Donc, ça va faire x au carré plus s au carré. Les bornes ne changent pas ici, bien sûr. Quand t varie de moins l'infini à plus l'infini, donc je vais avoir la même chose pour x. Et la dx, c'est la même chose que dt. Donc, dx, c'est la même chose que dt. Et je vais avoir ici, donc, exponentielle moins pi s carré, ce terme-là qui est indépendant de x, je pourrais le mettre à l'extérieur de l'intégrale. Et l'intégrale que je récupère ici, donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure, ce qu'on a calculé pour vérifier la stabilité du signal. Donc, on sait que cette intégrale-là, elle vaut 1. Donc, finalement, on va retrouver G chapeau de S qui vaut exponentielle moins pi S carré. On est parti du signal G qui a T associé G de T égale exponentielle moins pi T au carré. Et on a trouvé que G chapeau, c'est la fonction qui a S associé exponentielle moins pi S carré. Donc, on voit tout de suite que G chapeau, c'est exactement la même fonction. On déduit donc que la transformation de Fourier de G, c'est exactement égal à G chapeau qui vaut G. C'est-à-dire que G est égal à G chapeau, donc la gaussienne est confondue avec son spectre. Et donc, on dit que la gaussienne est invariante par transformation de Fourier. Okay? Donc, quand vous calculez le spectre de G, vous retrouvez exactement la même fonction. Donc, G chapeau est égal à G. Bon, alors ces 4 exemples qu'on vient de voir, la fonction porte, la fonction triangle, la fonction exponentielle moins 1 valeur absolue de x, et la gaussienne exponentielle moins pi x carré, pour ces 4 fonctions-là, vous pouvez dorénavant utiliser le résultat directement. Quand vous retrouvez un calcul dans un exercice où vous avez la transformée de Fourier de l'une de ces 4 fonctions-là, vous pouvez utiliser les calculs qu'on vient de faire directement sans reprendre les calculs. Alors, on va passer à un deuxième paragraphe qui est une formule d'inversion de la transformation de Fourier. Quand je parle d'inversion, faites la transformation de Fourier, qu'est-ce qu'elle fait? À un spectre, à un signal F qui vérifie les propriétés de régularité et de stabilité, on associe son spectre. Donc, quand on va inverser cette transformation, autrement dit, pour un spectre donné, je me propose de retrouver le signal initial. C'est ça, si je veux banaliser, en fait,
ce que va faire cette formule d'inversion. Donc, je lis avec vous ce qui est écrit. On dit, on admet que la transformation de Fourier peut être inversée. C'est-à-dire qu'il existe une transformation de Fourier inverse, que je note F-1, grand F-1, grand F italique normalement, telle que, qu'est-ce qu'elle fait, cette transformation de Fourier inverse? Donc, à un spectre, à F chapeau, elle va me donner F. Donc, F-1 de F chapeau est égal à F. Donc, si F chapeau de S, c'est par définition l'intégrale sur R de F de t exponentielle moins 2i pi st dt, on démontre, et on va l'admettre, la formule suivante. Donc, on démontre que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de F chapeau de S exponentielle plus 2i pi st ds, c'est 1 demi F de t plus F de t moins. Bon, pourquoi je dis qu'on va admettre cette propriété, on ne va pas la démontrer, parce que normalement, pour la démontrer, il faut maîtriser les techniques des doubles intégrales, parce que là, vous allez intégrer de moins l'infini à plus l'infini F chapeau de S, qui est elle-même une intégrale. Vous voyez ce que je dis? Fois exponentielle plus 2i pi st, et vous intégrez par rapport à ds. Donc, on montre que cette intégrale-là, c'est exactement égal à 1 demi f de t plus f de t moins. Alors, on part ici d'une formule d'inversion de la transformation de Fourier, parce qu'en fait, à partir du spectre f chapeau, je vais retrouver f. Et si je vois bien ici que ce que je récupère, ce n'est pas exactement f de t, mais c'est 1 demi f de t plus f de t moins. Donc, quand est-ce que ça vaut f de t? Ça vaut f de t, on a un point où f est continu. Okay? Donc, c'est ce qu'on écrit ici. On a un point où f est continu. On a l'équivalence suivante. C'est-à-dire que je peux passer de la transformée de Fourier directe à la transformée de Fourier inverse quand on a une fonction qui est continue en ce point. Donc, si f chapeau de S, c'est l'intégrale sur R de f de t exponentielle moins 2i pi st dt, alors l'intégrale sur R de f chapeau de S exponentielle plus 2i pi st ds, c'est exactement égal à f de t, puisque j'ai pris ici une fonction f qui est continue. Bon, alors, quand je vois cette équivalence, tout d'abord, la première chose que je peux dire, c'est que je peux passer du spectre au signal et je peux, à partir d'un signal, calculer le spectre. Donc, dans l'égalité qui est à droite, à partir d'un signal F, je calcule le spectre, F chapeau de S. Donc, on a dit toujours que le signal est dans le domaine spatial ou le domaine temporel, c'est-à-dire la variable que j'utilise pour exprimer la fonction f, c'est toujours soit un t, soit un x. Là, par exemple, c'est un t. Donc, vous voyez bien, aussi bien dans la formule qui est à droite que dans la formule qui est à gauche, dans cette égalité, dans cette équivalence, pardon, f s'exprime toujours avec la variable t. Par contre, f chapeau, le spectre, s'exprime toujours avec la variable s, la fréquence. On dit que f chapeau est toujours dans le domaine fréquentiel. Alors, la différence, il y a des différences dans les deux égalités, il y a aussi des similarités. Alors, ce qui est similaire dans les deux cas, c'est que je suis en train de calculer des intégrales, aussi bien dans la formule à droite que dans la formule à gauche. Donc, dans les deux cas, je suis en train de calculer des intégrales. Dans les deux cas, c'est une intégrale qui se calcule sur tout l'intervalle R. Donc, je calcule une intégrale de moins l'infini à plus l'infini, vous le voyez? Bon, alors maintenant, la différence. La différence, c'est que dans la formule qui est à droite, je calcule l'intégrale de f de t exponentielle moins 2i pi st. Bien sûr, j'intègre ici par rapport à la variable t. J'intègre par rapport à la variable t
Donc, le résultat, c'est une fonction qui dépend de S. D'ailleurs, c'est le spectre de F au point S. C'est F chapeau au point S. Par contre, ici, dans la formule qui est à gauche, la première formule de l'équivalence, je calcule une intégrale par rapport à la variable S. Donc, je calcule l'intégrale de F chapeau de S exponentielle plus 2i pi s t ds. Et bien sûr, le résultat, ça va être une fonction qui dépend de t et c'est en fait le signal f de t. Donc, ça, c'est la première différence. Donc, faites attention par rapport à quelle variable vous êtes en train d'intégrer dans les deux cas. Et puis, la deuxième grosse différence, là où il faut faire vraiment très, très attention, c'est que quand je calcule le spectre, j'intègre le produit f de t fois exponentielle moins 2i pi s t. Donc, j'ai un moins ici, vous le voyez. Par contre, quand je veux récupérer le signal à partir du spectre, je calcule le produit de f chapeau de s fois exponentielle plus 2i pi s t. Donc, le moins i devient plus i. OK? Alors, cette équivalence-là, les physiciens et les ingénieurs aussi disent que cette équivalence exprime tout simplement la dualité temps-fréquence. Donc, on revient toujours au même vocabulaire. Donc, quand je parle de dualité temps-fréquence, c'est-à-dire derrière tout ça, je parle de comment récupérer, comment calculer le spectre d'un signal stable et régulier et comment récupérer le signal à partir de son spectre. OK? Donc là, j'ai deux formules. Celle qui est à droite, c'est la formule de f chapeau de s, c'est-à-dire la transformation de Fourier de f que je calcule au point s. Et la formule qui est à gauche, c'est la formule de la transformation de Fourier inverse, c'est-à-dire celle qui me permet de retrouver le signal à partir du spectre. Bon, alors pour mieux comprendre cette formule-là, la formule d'inversion, on va l'appliquer dans le cas particulier de la fonction porte. Et vous allez mieux comprendre donc l'utilité de cette formule. Alors, on l'a déjà vu, on a déjà calculé le spectre de pi, la fonction porte. On a dit que pi chapeau de s, c'était sinus pi s sur pi s, si s est différent de 0, et ça vaut 1 si s est égal à 0. C'est une fonction qui est continue. Continue sur R étoile, il n'y a pas de problème. Continue au point 1, parce que tout simplement, sinus u sur u, quand u tend vers 0, c'est égal à 1, la limite de sinus u sur u. Alors, je vais appliquer la formule d'inversion de la transformée de Fourier à la fonction porte. Je reviens à la formule précédente. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la formule précédente, qu'on vient juste de voir? Donc, voilà la formule. Elle dit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f chapeau de s exponentielle plus 2i pi st ds, j'intègre par rapport à s, ça vaut 1 demi f de t plus f de t moins. Ça, c'est la formule dans le cas général. Aussi bien pour des points où j'ai des discontinuités ou pour des points où j'ai une continuité. Bon. Donc, je vais écrire l'intégrale sur R de pi chapeau de s exponentielle plus 2i pi st ds égale 1 demi pi de t plus pi de t moins. Bien sûr, vous allez me dire ici, certains ont envie de dire, madame, pi chapeau de s, c'est pas tout le temps sinus pi s sur pi s. Oui, je vous dis, c'est vrai, ça vaut sinus pi s sur pi s si s est différent de 0. Il y a uniquement la valeur qui vaut 1 si s est égal à 0, mais je l'ai dit, je l'ai encore dit. Je vais le dire encore là, donc on a dit que l'intégrale ne change pas, même si la fonction prend une valeur différente, on a un nombre dénombrable de points. Et toujours en tête le fait que quand je calcule une intégrale, je suis en train de calculer une R, n'est-ce pas?
Et donc, en fait, la valeur de la surface de l'air ne change pas, même si j'ai une fonction qui prend des valeurs différentes en un nombre dénombrable de points. Et c'est pour cette raison, ici, je peux remplacer pi chapeau de S par sinus pi S sur pi S. Bon, alors 1 demi pi de t plus pi de t moins, je vous rappelle que la fonction porte, elle est partout continue, sauf au point plus ou moins 1 demi. La fonction porte, c'est tout simplement la fonction qui vaut 1 entre moins 1 demi et 1 demi, et partout ailleurs, elle est nulle. D'accord? Donc, au point de discontinuité, c'est-à-dire au point plus ou moins 1 demi, la limite à droite plus la limite à gauche sur 2, ça va être soit 1 plus 0 sur 2, soit 0 plus 1 sur 2. Donc, dans les deux cas, ça va donner 1 demi, si t est égal à plus ou moins 1 demi. Donc, ce deuxième cas ici qu'on est en train de donner, c'est les points de discontinuité, c'est-à-dire les deux points plus ou moins 1 demi. Je répète encore, la limite à droite plus la limite à gauche sur 2. Donc, par exemple, pour le point moins 1 demi, la limite à droite, elle vaut combien? Je vous écoute? Au point moins 1 demi. 1 demi. Oui. Alors, au point moins 1 demi, la limite à droite, elle vaut 1 et la limite à gauche, elle vaut 0. Oui, c'est ça. Donc, je vais avoir 1 plus 0 sur 2 et ça va faire 1 demi. Et au point maintenant plus 1 demi, ça va être l'inverse. La limite à droite, elle vaut 0. La limite à gauche, elle vaut 1. Donc, je vais avoir 0 plus 1 sur 2. Donc, dans les deux cas, ça me donne 1 demi. Par contre, bien sûr, pour tous les autres points où je n'ai pas de discontinuité, c'est-à-dire pour tout t différent de plus ou moins 1 demi, je vais avoir, bien sûr, pi de t plus pi de t moins sur 2, ça vaut exactement pi de t. Autrement dit, ça fait 1 si t est compris entre moins 1 demi et 1 demi, et ça fait 0 si t est en dehors de l'intervalle moins 1 demi, 1 demi, c'est-à-dire sur moins l'infini 1 demi, moins 1 demi, pardon, union 1 demi plus l'infini, ça vaut 0. Et donc, vous avez les trois valeurs différentes de cette intégrale. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus pi s sur pi s exponentielle 2 pi st ds. Donc, vous avez la valeur de cette intégrale-là pour toutes les valeurs de t, quel que soit t appartenant à R. On a les trois cas possibles ici. Ça nous rappelle un peu quoi, ce genre de résultat? Ça nous rappelle un peu le théorème de Dirichlet. Le théorème de Dirichlet qu'on a vu au premier chapitre, qui nous donnait une convergence de la série de Fourier sur toute la droite réelle, vous vous rappelez. Donc, on avait la série de Fourier qui convergeait vers 1 demi f de x plus f de x moins pour tout x appartenant à R. Là, vous avez exactement la même chose. Vous avez une intégrale ici qui dépend de t ou de x, bien sûr. Hein. Et vous avez donc la valeur de cette intégrale-là, quel que soit t appartenant à R. Donc, je sais que ça fait 1 demi pi de t plus pi de t moins, quel que soit t appartenant à R. Et après, on va raisonner exactement de la même chose par analogie au théorème de Dirichlet. À chaque fois que vous choisissez un t convenable, vous avez cette fois-ci, donc non pas comme le théorème de Dirichlet, la valeur d'une série numérique, mais là, vous avez la valeur d'une intégrale impropre. N'oubliez pas que là, j'intègre de moins l'infini à plus l'infini, et c'est une intégrale impropre, c'est une intégrale indéterminée. D'accord? Donc, par exemple, ici, si je choisis x est égal à 0, x égale à 0, ou t est égal à 0, pardon, c'est un cas qui se situe où? Le premier cas, le deuxième ou le troisième?
مادام صوت كان يقص حاجة. Je reprends. Donc, je dis, c'est bon, vous recevez maintenant? Oui. Oui. Alors, si je choisis P est égal à 0 dans l'intégrale précédente, T est égal... Premier cas. Oui, c'est le premier cas. Donc, T est égal à 0, je suis dans le premier cas. 0 est compris entre moins 1 demi et demi. Et donc, quand je remplace T par 0, je vais avoir l'intégrale sur R de sinus ps sur ps ds qui est égale à 1. Alors, j'effectue le changement de variable x égale à ps. Donc, les bornes ne changent pas. Je vais avoir sinus x sur x et je remplace ds par dx sur pi. Donc, finalement, l'intégrale sur R de sinus x sur x dx vaut pi. Vous voyez comment j'ai utilisé la formule d'inversion de la transformée de Fourier et j'ai choisi un t bien particulier pour avoir la valeur d'une intégrale impropre. Et en fait, je peux choisir n'importe quelle valeur de t et ça va me donner une infinité de valeurs d'intégrales impropres. Je répète encore, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être vous ne m'avez pas bien reçu, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait au premier chapitre avec le théorème de Dirichlet. Donc, le théorème de Dirichlet, pour chaque x choisi ou pour chaque t choisi, ça me permettait d'avoir la valeur d'une série numérique. Et comme la convergence a lieu sur toute la droite réelle, donc en fait, il y avait une infinité de séries numériques dont je pouvais donner exactement la somme. Maintenant, vous avez la même chose, mais au lieu que ça soit des séries numériques, des sommes de séries numériques, là, vous avez des valeurs d'intégrales impropres. D'accord? Alors, si par exemple, dans un exercice, on vous dit calculer l'intégrale non pas sur R, mais sur R plus de sinus x sur x dans ce contexte-là, c'est-à-dire on travaille avec la fonction porte, on vous demande de calculer son spectre, et après on vous dit calculer alors l'intégrale sur R+, c'est-à-dire de 0 à l'infini de sinus x sur x dx. Comment vous faites? Vous avez entendu ma question? Fonction paire. Exactement, oui. Donc, j'utilise juste la parité de la fonction. Donc, j'ai sinus x qui est impair, x qui est impair. Donc, le quotient sinus x sur x, c'est une fonction qui est paire. Donc, en fait, l'intégrale sur R+, c'est 1/2 de l'intégrale sur R, n'est-ce pas? C'est la moitié de l'intégrale sur R. Donc, l'intégrale de 0 à l'infini de sinus x sur x dx sera égale à pi sur 2. Bon, alors, exactement comme dans le cas de la transformée de Fourier directe, donc si je prends maintenant un spectre qui est pair ou impair, je peux déduire le signal aussi en utilisant et en exploitant la parité de son spectre. Donc, si je prends une fonction qui est continue, qui admet une transformée de Fourier, qui admet un spectre. Alors, si le spectre f chapeau est pair, je vais avoir f de t qui vaut 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini de f chapeau de s cosinus 2 pi st dt. Tout simplement, parce que n'oubliez pas, on a dit f de t, c'est un point où la fonction est continue. Je vais avoir f de t qui vaut l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f chapeau de f ds.
Donc, je remplace exponentielle 2i pi st par cosinus 2 pi st plus i sinus 2 pi st. J'utilise la linéarité de l'intégrale, n'est-ce pas? Donc, je vais avoir l'intégrale sur R de f chapeau de s cosinus 2 pi st dt plus l'intégrale sur R de plus i fois, pardon, l'intégrale sur R de f chapeau de s sinus 2 pi st ds. OK? Donc, si f chapeau est pair, l'intégrale sur R de f chapeau de s sinus 2 pi st ds sera nulle parce que c'est l'intégrale d'une fonction impaire. F chapeau est pair et le sinus il est impair. Donc, le produit est impair, vous intégrez sur R, ça vous donne 0. Donc, finalement, ce qui reste, c'est l'intégrale sur R de f chapeau de S cosinus 2 pi st ds. Et là, vous êtes en train d'intégrer une fonction paire. Donc, bien sûr, l'intégrale sur R, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini de f chapeau cosinus 2 pi st ds. Et la même chose, donc si f chapeau est impair, à ce moment-là, la partie où il y a le produit de f chapeau de s cosinus 2 pi st sera nulle quand vous intégrez sur R. Et ce qui va rester, c'est plutôt la partie où vous avez le produit de f chapeau de s avec sinus 2 pi st. Et vous avez donc l'intégrale sur R qui sera égale à 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini. On a déjà fait cette remarque la semaine dernière avec le calcul du spectre d'un signal pair et impair. Donc maintenant, on est en train de faire l'inverse, donc le calcul du signal d'un spectre pair ou impair. OK? Bon, là on passe à notre paragraphe, les propriétés de la transformation de Fourier. Donc je ne vais pas le rappeler à chaque fois, mais tous les signaux qu'on va considérer dans cette section-là, vérifie bien sûr les hypothèses de régularité, de stabilité. Donc, je me permets de calculer leur spectre, bien sûr, même si on ne va pas le reprendre à chaque propriété, mais ça va de soi. Alors, je reprends l'équivalence qu'on vient juste de voir dans le paragraphe précédent. Alors, c'est écrit, je lis avec vous, l'équivalence suivante, admise au paragraphe précédent, valable en tout point où la fonction est continue. Donc, cette équivalence, où ici, je calcule le spectre à partir du signal à gauche. Donc, ce que je suis en train de calculer à gauche, c'est f chapeau de S. F chapeau, c'est la transformation de Fourier, donc le grand F ici, de petit f. Je calcule toujours ça au point S. Donc, on a dit, c'est équivalent, donc toute cette formule-là, celle que j'ai à gauche, qui me permet de calculer le spectre d'un signal, f chapeau point S, la transformation de Fourier de f au point S, on a dit, elle est équivalente à toute cette formule-là, qui me donne la transformation de Fourier inverse, c'est-à-dire comment je récupère le signal à partir du spectre. Donc, j'ai dit, j'intègre sur R, f chapeau de S exponentielle plus 2i pi st ds. Donc, ce que je récupère, c'est f au point t. N'oubliez pas donc que f, petit f, c'est la transformation de Fourier inverse de f chapeau. Alors, j'ai dit l'équivalence, c'est apparaître une parfaite symétrie dans les deux formules. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. Alors, en effet, qu'est-ce qu'on fait? On fait un échange entre grand F et grand F moins 1. Donc, la transformation de Fourier direct, la transformation de Fourier inverse. Dans les deux formules aussi, je vois qu'il y a un échange entre F et F chapeau. Donc, ce F-là, F qui est là, il est remplacé ici par F chapeau. Et le F chapeau qui est ici à l'intérieur de l'intégrale, il est remplacé par F qui est là. Donc, il y a un échange entre les deux formules pour F et F chapeau. Il y a également un échange entre
T et S. Donc là, j'ai F de T, là, j'ai F chapeau de S. Là, j'ai F de T et là aussi, j'ai F chapeau de S. Donc, il y a un échange dans les deux sens entre T et S, aussi bien pour F et F chapeau que aussi pour l'exponentielle. Là, j'ai exponentielle moins 2i ST. Là aussi, j'ai exponentielle 2i ST. Donc, il y a un échange entre S et T. Là, j'intègre par rapport à S et là, j'intègre par rapport à T dans l'autre formule. Et finalement, donc, le dernier échange, c'est l'échange entre I et moins I. Donc, on a dit, il y a un échange entre ces deux formules concernant F et F chapeau, T et S et I et moins I. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va énumérer toutes les propriétés de la transformée de Fourier direct. Donc, toutes les propriétés de cette formule-là. Et on ne va pas s'amuser, on n'a pas d'ailleurs non plus le temps, pour reprendre toutes les propriétés concernant la transformation de Fourier inverse, qui va utiliser l'autre égalité, l'autre définition, celle qui est à droite. Donc, on va juste tenir compte de cette transposition, de cet échange, pour retrouver les propriétés qui concernent la transformation de Fourier inverse. Mais bien sûr, vous pouvez reprendre toutes les propriétés vous-même en tenant compte juste de cette transposition-là. Vous remplacez à chaque fois F par F chapeau et vice-versa, T par S, S par T, I par moins I, et vous allez retrouver exactement la même formule. OK? Vous pouvez d'ailleurs le faire pour la première formule, la première propriété, la deuxième propriété, et vous allez voir que vous allez tomber pile poil sur la même chose. Bon, alors on commence par la première propriété. Bien sûr, qui dit intégrale dit avant tout linéarité. Et donc, comme la transformée de Fourier est définie avec une intégrale, donc bien sûr, il va y avoir une propriété de linéarité qui sera largement exploitée. Donc, si j'appelle F chapeau et G chapeau respectivement les deux spectres de F et de G, donc je note F chapeau et G chapeau respectivement la transformée de Fourier de F et la transformée de Fourier de G. Alors, d'après la linéarité de l'intégrale, on pourra rapidement voir sans problème que la transformée de Fourier de lambda F plus bêta G sera égale à lambda fois F chapeau plus bêta fois G chapeau. Je pense que c'est clair et que vous pouvez tous le voir. Donc, pour montrer que ces deux fonctions-là sont égales, il suffit juste de dire qu'elles sont égales en tout point S. Donc, vous calculez la transformée de Fourier de lambda F plus bêta G au point S. Ça va être l'intégrale sur R de lambda F plus bêta G de X exponentielle moins 2i ps X dx. Et ensuite, vous utilisez la linéarité de l'intégrale. Donc, vous allez séparer les deux intégrales. Ça va vous donner lambda fois l'intégrale de f de x exponentielle moins 2i ps x dx plus bêta fois l'intégrale de g de x exponentielle moins 2i ps x dx. Donc, en fait, on a tout simplement exploité la linéarité de l'intégrale et ça va donner lambda fois f chapeau de s plus bêta fois g chapeau de s. Et ceci, quel que soit S appartenant à R. Donc, comme les deux fonctions ont la même expression sur toute la droite réelle, quel que soit X, S appartenant à R, donc finalement, lambda F plus bêta G chapeau, c'est-à-dire la transformation de Fourier de lambda F plus bêta G, c'est lambda F chapeau plus bêta G chapeau. Alors, la même chose, donc, vous l'avez aussi pour la transformation de Fourier inverse. Et toujours en utilisant la linéarité de l'intégrale. Parce que même la transformation de Fourier inverse, elle est définie à l'aide d'une intégrale. Ou alors vous dites, je tiens compte de la transposition que l'on vient juste de préciser auparavant. Donc le grand F sera remplacé par F moins 1.
le F sera remplacé par F chapeau, le G sera remplacé par G chapeau, le F chapeau sera remplacé par F et le G chapeau sera remplacé par G. D'accord? Et vous allez avoir donc transformation de Fourier inverse de lambda F chapeau plus bêta G chapeau qui vaut lambda F plus bêta G. Donc là, c'était la première propriété, la linéarité. Alors maintenant, on va prendre la transformée de Fourier de la fonction qui a t associe f de at. On dit qu'on est en train de faire un effet de dilatation au signal f. Donc, dilatation ou compression aussi. Donc, ça dépend de la valeur de A, si A est inférieur à 1 ou si A est supérieur à 1. Mais dans le cas général, on parle d'un effet de dilatation du signal. Donc, on part d'un signal F qui est stable et régulier. Je prends un A qui appartient à R étoile, donc un réel A non nul, et je considère la fonction G, tout simplement la fonction qui a été associée G de T égale F de AT. Je dis que je suis en train de faire une dilatation à la fonction F, au signal F. Alors, mon but, bien sûr, vous l'avez compris, c'est quel est le lien entre le spectre de F et le spectre de G. Bien évidemment, si F est assez régulier et stable, automatiquement, le signal G aussi, que je récupère en effectuant un effet de dilatation F, sera aussi régulier et stable. Alors, le spectre de G sera donné par l'expression G chapeau de S égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, G de T exponentielle moins 2 i st dt. Je remplace G de T par F de AT, comme on l'a fait ici. Et donc, je vais intégrer sur R, F de AT exponentielle moins 2 i st dt. Je veux comparer, je répète encore, le spectre de G, donc G chapeau de S, au spectre de F. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire d'après vous? Changement de variable. Oui, je vais faire un changement de variable. Exactement ce qu'on va faire. Donc, on va faire le changement de variable x égale a fois t. Je vais faire un changement de variable x égale a fois t. Alors, G de AT sera remplacé, F de AT, pardon, sera remplacé par F de X. Donc là, j'ai F de X de AT, ça va me donner F de X. Alors, exponentielle moins 2i pi st sera remplacé par exponentielle moins 2i pi s. Le t sera remplacé par x sur a. dt sera remplacé par dx sur a. Vous le voyez? Donc, dt sera remplacé par dx sur a. Alors maintenant, ce qui reste, c'est les bornes. Quand t varie de moins l'infini à plus l'infini, comment va varier x? Quand t varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc, j'ai fait le changement de variable x égale a fois t. Quand t varie de moins l'infini à plus l'infini. Est-ce que x va varier également de moins l'infini à plus l'infini? Oui. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Ça dépend de A. Exactement, ça va dépendre de A. Donc, ça dépend du signe de A. Si, puisque j'ai posé x égale a fois t, posé x égale a fois t. Donc, si A est positif, bien sûr, x aussi va varier de moins l'infini à plus l'infini. Il va garder exactement les mêmes bornes. Je vais garder exactement les mêmes bornes si A est positif. Maintenant, si A est négatif, ça va me donner l'inverse. X, à ce moment-là, va varier, non pas de moins l'infini à plus l'infini, mais l'inverse, de plus l'infini à moins l'infini. C'est pour cette raison que je suis obligée, en fait, de distinguer deux cas. Donc, si A est positif, je vais avoir
exactement les mêmes bornes, donc moins l'infini, 1 plus l'infini. Si A est négatif, si je veux garder les mêmes bornes, là, je dois rajouter le signe moins. C'est pour ça ici qu'on introduit une nouvelle fonction qui est la fonction signe. Alors, la fonction signe, elle est définie tout simplement, tout naturellement, par la fonction signe. Vous pouvez la tracer d'ailleurs. Ça vaut la fonction plus 1 si A est positif. Là, il faut mettre X et non pas A, parce que là, j'ai mis signe de X. Hein. Donc, la fonction signe de X vaut plus 1 si X est positif. Et signe de X vaut moins 1 si X est négatif. Donc, en fait, au point 0, la fonction signe, elle n'est pas définie. Elle vaut tout simplement un palier qui vaut plus 1 sur R étoile plus. Elle vaut moins 1 sur R étoile moins. Il y a une discontinuité au point 0. Donc, là, quand je mets signe de A sur A, ça veut dire que ça fait 1 sur A si A est positif. Et ça fait moins 1 sur A si A est négatif. OK? Donc, pour récapituler, je vais avoir G chapeau de... Pardon. Madame, Vous m'écoutez? Vous me recevez là? Est-ce que vous me recevez? Oui, oui. Oui. Bon. Donc, je reprends. J'ai dit G chapeau de S qui vaut signe de A sur A, l'intégrale sur R de f de x exponentielle moins 2i pi s x sur A dx. Donc, signe de A sur A, ça fait 1 sur A si A est positif. Et ça fait moins 1 sur A si A est négatif. Et tout ça, je pourrais tout simplement le remplacer par 1 sur valeur absolue de A, c'est ce qui est mis ici. Donc, signe de A sur A ou signe de A sur A dans les deux cas, si A est positif, si A est négatif, je pourrais remplacer ça par 1 sur valeur absolue de A. Et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x exponentielle moins 2i pi x s sur A dx. Et tout ceci, toute cette intégrale-là, l'intégrale sur R de f de x exponentielle moins 2i pi x s sur A, c'est exactement 1 sur valeur absolue de A fois f chapeau, donc c'est la transformée de Fourier de f que je calcule au point S sur A. C'est ce qui est mis ici, donc 1 sur valeur absolue de A fois f chapeau de S sur A. Vous voyez? Alors, ceci pourrait être aussi écrit de la manière suivante. madame,
Oui. مدام اللي نقرا فيه اليوم باش ندخل في الديس ولا الإكزامان؟ Je suis en train d'énumérer des propriétés. Donc, tout ça, c'est des calculs aussi qui peuvent vous aider, ما يسحقهم ديس. bien sûr. D'accord. Donc là, ce que vous avez ici, donc j'ai G chapeau de S qui vaut 1 sur valeur absolue de A fois F chapeau de S sur A. Et donc, n'oubliez pas que G, c'est la fonction qui a T associe F de AT. J'ai fait un effet de dilatation à la fonction F. Donc, la transformée de Fourier de la fonction qui a T associe F de AT au point S. C'est 1 sur valeur absolue de A fois F chapeau point S sur A. Donc, on peut aussi écrire tout ça. Au lieu de mettre G chapeau au point S, on remplace G tout simplement par la fonction qui a T associe F de AT. Vous voyez bien que le chapeau ici que j'ai mis, c'est un grand chapeau, c'est-à-dire que c'est la transformée de Fourier de toute cette fonction-là. Il faut faire attention à cette écriture. Il faut bien mettre un grand chapeau ici pour dire que c'est la transformée de Fourier de tout ce signal, la fonction qui a T associe F de AT. Et je calcule la transformée de Fourier au point S. C'est 1 sur valeur absolue de A, F chapeau au point S sur A. Il y a une écriture qui est donnée par abus dans beaucoup de références et dans beaucoup de livres. Donc, par abus, on peut même enlever cette flèche-là, la fonction qui a T associée F de AT. Et par abus, vous pouvez aussi trouver dans certains livres cette écriture. Donc, on vous dit, c'est la fonction tout simplement qui a F de AT associe tout ceci. Bon, alors maintenant, on va passer à un effet de décalage sur l'axe des temps. Donc, tout à l'heure, on a fait un effet de dilatation. Donc, là, on a considéré la fonction qui a T associe F de AT. Maintenant, on va considérer la fonction qui a T associe F de T moins T0. Donc, on va faire tout simplement un décalage sur l'axe des temps ou ce qu'on va appeler tout simplement mathématiquement une translation. Donc, on va faire une translation au signal F. Je vais considérer le signal G de T égale F de T moins T0. C'est bien sûr un signal qui sera également de classe C infini et qui sera également stable. Et je me propose de trouver le lien qu'il y a entre le spectre de ce signal et le spectre du signal original. Donc, G chapeau de S, j'applique la définition, c'est l'intégrale sur R de G de T exponentielle moins 2 pi ST dt. Je remplace G de T par F de T moins T0. Et tout à l'heure, donc, on avait fait le changement de variable X égale A fois T. Maintenant, je vais faire le changement de variable X égale T moins T0. Donc, j'effectue le changement de variable, x égale t moins t0. Contrairement à tout à l'heure, je n'ai plus de problème pour les bornes. Quand t varie de moins l'infini à plus l'infini, x va varier également de moins l'infini à plus l'infini. Donc là, je vais avoir f de x exponentielle moins 2 pi sx. Le t qui est là sera remplacé par x plus t0. Vous voyez? Donc, le t qui est là, exponentielle moins 2 pi st, comme j'ai fait le changement de variable x égale t moins t0, donc le t sera remplacé par x plus t0. Donc, je vais avoir exponentielle moins 2 pi sx dx et je vais avoir un terme que je pourrais mettre à l'extérieur de l'intégrale, exponentielle moins 2 pi s t0. Je peux le mettre à l'extérieur de l'intégrale, bien sûr, puisqu'il ne dépend pas de x. Toute cette partie-là qui est entre ces deux accolades correspond exactement à la transformée de Fourier de f au point S. Donc, c'est exactement f chapeau de S qui est ici. Et bien sûr, vous avez aussi
ce terme, le terme exponentiel, moins 2i s fois t0. Donc, la transformée de Fourier du signal qui a t associe f de t moins t0 au point s, la transformée de Fourier, je la calcule toujours au point s, c'est exponentielle moins 2i pi s t0 fois f chapeau de s. Donc là, vous avez la transformée de Fourier directe d'un signal qui a été translaté. Donc, on parle d'un effet de décalage sur l'axe des temps. Donc, on a vu la première propriété, c'était la linéarité. La deuxième propriété, c'était l'effet d'un décalage, l'effet, d'une dilatation. On a considéré la fonction qui a t associe f de a t. La troisième propriété, c'était l'effet d'un décalage sur l'axe des temps, tout simplement une translation. On a considéré f de t moins t0. Maintenant, la quatrième propriété, c'est l'effet d'une modulation. Donc, la transformée de Fourier de f de t cosinus oméga t. Alors, je dis que je fais un effet de modulation si tout simplement je prends un signal et je le multiplie soit par une fonction cosinus, soit par une fonction sinus. Donc, je crée des modulations, bien sûr, je crée des ondulations quand je multiplie un signal donné par un cosinus ou un sinus. Alors, je vais considérer donc la fonction g de t qui vaut f de t cosinus oméga t. Et je me propose de trouver la relation qu'il y a entre le spectre de ce signal modulé, c'est-à-dire le signal f qui a été multiplié par un cosinus, et le spectre du signal d'origine. Alors, on va tout simplement exploiter l'expression du cosinus à l'aide de l'exponentielle. Donc, je remplace cosinus oméga t par exponentielle i oméga t ici, exponentielle moins i oméga t, et je divise par 2. Donc, je vais avoir f de t ici, l'intégrale 1/2, l'intégrale sur r de f de t exponentielle moins 2i pi t. Je peux mettre moins 2i pi t en facteur. Donc là, je vais avoir un s plus oméga sur 2pi. Exponentielle moins 2i pi t s plus oméga sur 2pi. D'accord? Et dans l'autre intégrale, je pourrais mettre aussi en facteur exponentielle moins 2i pi t. Et là, je vais avoir exponentielle moins 2i pi t s moins oméga sur 2pi. Voilà la différence. Et donc, finalement, je récupère 1/2, le 1/2 qui est dehors tout le temps, f chapeau de s plus oméga sur 2pi, plus f chapeau de s moins oméga sur 2pi. Et vous avez là la relation entre le spectre de f et le spectre de g, c'est-à-dire le spectre de f modulé. Donc, vous avez la relation entre g chapeau de s et f chapeau. Alors, là, on a multiplié la fonction f par la fonction cosinus. On pouvait aussi la multiplier par la fonction sinus. Ce qui va changer, bien sûr, c'est que là, je vais avoir un signe moins. Si je multiplie par un sinus, là, je vais avoir un signe moins. Et je vais diviser par 2i. Donc, de la même manière, on vérifie que la transformée de Fourier du signal f de t sinus oméga t au point s, c'est 1 sur 2i, f chapeau de s plus oméga sur 2pi, moins f chapeau de s moins oméga sur 2pi. OK. Alors, on passe à la dernière propriété pour aujourd'hui, qui est la transformée de Fourier de la dérivée de f'. Bien évidemment, je suppose que f et f', toutes les deux, admettent des transformées de Fourier. Et je voudrais avoir le lien qu'il y a entre
f chapeau de S, le spectre de F. Et le spectre de F'. J'applique la définition, la transformée de Fourier de F'. Donc, c'est égal à l'intégrale sur R de S' de t exponentielle moins 2i st dt. Certainement, vous l'avez tous compris, puisque je voudrais avoir le lien avec le spectre de F. Donc, je vais effectuer une intégration par partie. Alors, quand j'effectue l'intégration par partie, ici, qu'est-ce que je vais dériver? L'exponentielle. Oui. Donc, je prends la fonction exponentielle moins 2i st, je vais la dériver. Ça va donner moins 2i s exponentielle moins 2i st, n'est-ce pas? Je prends la primitive de f'. Donc, f, et j'applique la formule de l'intégration par partie. Donc, je vais avoir ça. Donc, je vais avoir la transformée de Fourier de f' qui vaut f de t exponentielle moins 2i st, je prends la valeur en plus l'infini, je retranche la valeur en moins l'infini, moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t exponentielle moins 2i s exponentielle moins 2i st dt. Bon, alors, pour le premier terme, pour ces valeurs-là, que je vais prendre en plus l'infini et en moins l'infini. Alors, quand je prends le module de tout ce complexe, la limite du module de tout ce complexe. Le module de tout ce complexe-là, c'est en fait la valeur absolue de s de t, parce que le module de exponentielle moins 2i st est égal à 1. Là, j'ai un complexe qui est unitaire, de la forme exponentielle iθ. Donc, je vais avoir la limite quand t tend vers plus ou moins l'infini de valeur absolue de f de t. Or, on dit que comme f est absolument intégrable, alors l'une des conséquences de cette hypothèse, c'est que la limite de valeur absolue de f de t à l'infini est nulle. Donc, en fait, tout ce premier terme-là est nul. Tout ce terme ici, ce terme-là, est nul. Et ceci, c'est une conséquence directe, j'ai dit, de la stabilité du signal f, parce que f est un signal stable, parce que f est une fonction absolument intégrable. Donc, ce qui reste, c'est-à-dire l'intégrale qui reste, c'est une intégrale par rapport à t, donc tout ce qui ne dépend pas de t, je pourrais le mettre à l'extérieur de l'intégrale. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de t ici? Moins 2IPS. Oui. Donc, le moins 2IPS, je peux le mettre à l'extérieur de l'intégrale. Avec le moins qui est déjà à l'extérieur, ça va donner plus 2IPS. Et l'intégrale qui reste, c'est l'intégrale sur R de f de t exponentielle moins 2IPS t dt. Et ça, c'est exactement f chapeau au point S. D'accord? Donc, la transformée de Fourier de f', c'est plus 2IPS, qui est marqué ici. Donc, par conséquent, la transformée de Fourier de f', c'est plus 2IPS fois f chapeau de S. OK? Voilà le lien qu'il y a entre le spectre de F et le spectre de f'. Le lien qu'il y a entre f chapeau de S et la transformée de Fourier de f'. Ce que j'ai fait ici pour f', je peux aussi le faire pour f seconde, si bien sûr f seconde existe et si f seconde admet une transformée de Fourier. Je vais avoir ici quoi? La transformée de Fourier de f seconde, au point S, et 2IPS fois la transformée de Fourier de f'. Or, la transformée de Fourier de f' elle-même, elle est égale à 2IPS fois f chapeau de S. Donc, finalement, ça va me donner 2IPS le tout au carré fois f chapeau de S.
Et plus généralement, comme c'est marqué ici, donc plus généralement, si la dérivée d'ordre n de f existe et possède une transformée de Fourier, alors on montre tout simplement, en utilisant une référence, que la transformée de Fourier de la dérivée d'ordre n de f au point s, c'est 2i s à la puissance n, c'est comme si je suis en train de faire n intégration par partie, fois f chapeau de s. OK? Bon. Alors, il y a juste une dernière propriété qui reste, qu'on va voir la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, la semaine d'après, pour terminer avec les propriétés de la transformée de Fourier. Alors maintenant, juste pour appliquer ce dernier résultat, je vais corriger les exercices 3 et 5 de la série 3. Alors, la série 3 de maths de signal, c'est une série où vous avez tout simplement des spectres à calculer. Donc, l'exercice 3 de la série 3, tout à l'heure, je mettrai ça sur ces corrections des deux exercices, les exercices 3 et 5, je vais la mettre sur la plateforme, hein, vous aurez tout ça. Alors, je lis l'énoncé. Donc, on vous donne soit f, la fonction suivante, la fonction qui est définie par 1 entre moins 1 et 1. Donc, sur l'intervalle moins 1, 1, la fonction f, elle vaut 1. Elle vaut 2 moins valeur absolue de x entre entre 1 et 2, pardon. Donc, la fonction f de x vaut 2 moins valeur absolue de x si valeur absolue de x est compris entre 1 et 2. Et elle vaut 0 ailleurs. Donc, la fonction f, elle est nulle en dehors de l'intervalle moins 2, 2. Elle vit uniquement entre l'intervalle moins 2, e. Sur l'intervalle moins 1, 1, c'est la fonction constante qui vaut 1. Entre 1 et 2, elle vaut 2 moins x. Et entre moins 2 et moins 1, elle vaut 2 plus x. Donc voilà, je l'ai tracé ici à droite. Vous avez l'allure du signal f. C'est un signal qui est assez régulier. Il est continu partout sur R. C'est un signal qui est dérivable sur R privé des points moins 2, moins 1, 1 et 2. En ces points-là, la fonction n'est pas dérivable. Point moins 2, moins 1, 1 et 2, la fonction n'est pas dérivable, mais elle admet une dérivée à droite et une dérivée à gauche. Alors, pour la stabilité, il n'y a aucun problème. C'est un signal qui est stable, c'est une fonction qui est absolument intégrable. Le problème de la stabilité ne se pose jamais quand il s'agit d'une fonction qui vit sur un intervalle bien défini. Parce que c'est une fonction qui vit ici uniquement entre moins 2 et 2. Finalement, quand vous allez intégrer, ça ne va pas être une intégrale sur R, mais ça va être tout simplement l'intégrale de moins 2 à 2. Pardon. Donc, je me permets de calculer sa transformée de Fourier. Et dans l'exercice d'ailleurs, on vous dit, première question, représenter f, puis trouver sa transformée de Fourier directement et en utilisant f'. Donc, on vous propose deux méthodes pour calculer le spectre de f, pour calculer la transformée de Fourier de f. Bon. Alors, on va commencer par un calcul direct. Donc, dans le calcul direct, je vais tout simplement appliquer la formule. Alors, j'ai dit ici, étant donné que f est une fonction impaire, donc étant donné que f est une fonction impaire,
f chapeau de s sera donné par la formule suivante. Donc, l'intégrale sur R normalement, mais comme la fonction elle est nulle en dehors de moins 2, 2, donc je vais intégrer de moins 2 à 2, f de x exponentielle moins 2 ps x dx. En utilisant la parité, l'intégrale de moins 2 à 2, ça va donner 2 fois l'intégrale de 0 à 2 de f de x cosinus de pi s x dx. Et là encore, j'ai pas le choix, je suis obligée de distinguer, de diviser l'intégrale de 0 à 2 en 2. Parce qu'entre 0 et 1, la fonction, elle vaut 1, et donc ça va faire cosinus de pi s x dx, puisque la fonction f de x vaut 1 entre 0 et 1, et entre 1 et 2, la fonction vaut 2 moins x. Donc, je vais mettre 2 moins x cosinus de pi s x dx. Et là, à ce stade-là, pour la première intégrale, je peux la calculer sans problème. Pour la deuxième intégrale, je vais faire une intégration par partie, puisque j'ai un polynôme ici, le 2 moins x, c'est un polynôme de degré 1. Donc, je vais faire une intégration par partie et on va obtenir le résultat suivant. Donc, f chapeau de s qui vaut cosinus 2 pi s moins cosinus 4 pi s sur 2 pi carré s carré pour s différent de 0. Alors, pourquoi pour s différent de 0? Parce que quand je vais faire l'intégration par partie, ce que je vais dériver ici, c'est le polynôme 2 moins x. Donc, je vais le dériver ici. Et je vais prendre la primitive de cosinus de pi s x. Quand je prends la primitive de cosinus de pi s x, ça va faire sinus de pi s x sur 2 pi s. Je vais diviser par 2 pi s. Donc, ça va être vrai pour s différent de 0. D'accord? Donc, pour s différent de 0, je vais trouver ce résultat-là pour f chapeau de s. Maintenant, pour f est égal à 0, pour s est égal à 0, pardon, f chapeau de 0, par définition du spectre, ça vaut l'intégrale de moins 2 à 2 de f de x dx. Donc, en fait, l'intégrale de moins 2 à 2 de f de x dx, ça correspond à quoi géométriquement? Je vous écoute. Quand je dis f chapeau de 0, c'est l'intégrale de moins 2 à 2 de f de x dx. Donc, géométriquement, ça correspond à quoi? J'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter? L'air. Oui, ça va être l'air. Quel air? C'est l'air de tout ce trapèze-là, n'est-ce pas? Donc, l'air de ce trapèze régulier, de toute cette partie-là, la partie délimitée par la courbe de f, l'axe des x. Donc, ça va être l'air de ce trapèze. Alors, l'air d'un trapèze, c'est quoi? Donc, la petite base, ici, qui vaut 2, la longueur de la petite base, plus la grande base ici, qui vaut 4, fois la hauteur ici, qui vaut 1, divisé par 2. Donc, je vais avoir 2 plus 4, ça va faire 6, fois la hauteur fois 1, divisé par 2, donc est égal à 3. Et donc, f chapeau de 0, ça va faire 4 plus 2 fois 1 sur 2. Sinon, vous pouvez aussi le faire en utilisant les calculs, c'est-à-dire en remplaçant f de x par son expression et calculer, remplacer ici s par 0, là et là, dans l'expression de f chapeau de s, vous faites les calculs et vous allez trouver que ça vaut 3. D'accord? Donc là, c'est la première méthode où on a calculé le spectre de f en utilisant directement la définition tout simplement. Alors maintenant, on vous propose une deuxième méthode, on vous dit en utilisant f', la dérivée de f. Alors f, je reviens à la représentation graphique de f. Voilà la fonction f, graphiquement.
On a dit que f est presque partout dérivable. Elle est dérivable sur R, privé des points moins 2, plus ou moins 2 et plus ou moins 1. Donc, à l'extérieur de l'intervalle moins 2, 2, la dérivée de f, elle est nulle. Entre moins 1 et 1, puisque la fonction f, elle vaut 1, donc sa dérivée est également nulle. Entre moins 2 et moins 1, la fonction f, elle vaut 2 plus x. Entre moins 2 et moins 1, la fonction f, elle vaut 2 plus x. Donc, sa dérivée vaut plus 1. Et entre 1 et 2, la fonction f vaut 2 moins x. Donc, sa dérivée vaut moins 1. D'accord? Alors, ce que je repère tout de suite ici, pour la dérivée de f, ce que je repère tout de suite ici à gauche et à droite, ce sont des fonctions qui vont vivre sur un intervalle d'amplitude, hein, que ce soit l'intervalle moins 2, moins 1 ou l'intervalle 1, 2, ce sont deux intervalles de longueur 1. Et puis, c'est des fonctions qui valent soit 1, soit moins 1. Donc, ça me rappelle tout de suite une fonction porte. Ce n'est pas la fonction porte tout court, mais c'est une fonction porte qui va être translatée. Il va y avoir ici un décalage sur l'axe des temps. Parce que la fonction porte originale, elle vit dans quel intervalle, la fonction porte tout court? Moins 1,5, 1,5. Oui, la fonction porte, elle vit entre moins 1,5 et 1,5. Donc, elle va vivre sur l'intervalle d'amplitude 1, moins 1,5, 1,5, elle vaut 1. Quand vous décalez, quand vous translatez une fonction porte, quand vous la translatez à droite ou à gauche, ce que vous allez obtenir, ça va être toujours une fonction qui va vivre aussi sur un intervalle d'amplitude 1. La longueur de l'intervalle sur lequel vit la fonction ne va pas changer, même si vous allez translater cette fonction. D'accord? Donc, je comprends tout de suite que ce que je récupère ici quand je dérive f, ce sont des fonctions portes qui sont translatées. La fonction porte qui a été translatée de deux manières différentes. Et en plus, celle qui est à droite, non seulement elle a été translatée, mais elle a aussi été multipliée par le signe moins. Parce que la fonction ici, elle vaut moins 1 et non pas plus 1. Alors, celle que je récupère à gauche, c'est exactement pi de x plus 3 demi. Et celle que je récupère à droite, quand je dérive f, c'est exactement moins pi de x moins 3 demi. Voilà les deux signaux que je récupère. Alors, en effet, alors regardez. Donc, j'ai dit, comme la fonction porte, elle vit entre moins 1,5 et 1,5, pi de x. Donc, quand je calcule pi de x plus 3 demi, je vais avoir pi de x plus 3 demi, elle vaut plus 1. Quand est-ce qu'elle vaut plus 1? Quand x plus 3 demi est compris entre moins 1,5 et 1,5. X plus 3 demi compris entre moins 1,5 et 1,5, ça se traduit tout simplement par x compris entre moins 2 et moins 1. Donc, pi de x plus 3 demi, c'est la fonction plus 1 entre moins 2 et moins 1 et 0 ailleurs. Et si je regarde la fonction pi de x moins 3 demi, pi de x moins 3 demi, quand est-ce qu'elle vaut plus 1? Elle vaut plus 1 si x moins 3 demi, tout ça, est compris entre moins 1,5 et 1,5. Donc, x moins 3 demi compris entre moins 1,5 et 1,5, ça veut dire que x est compris entre 1 et 2. D'accord? Donc, finalement, à partir de tout ça, je déduis que f' de x, c'est exactement pi de x plus 3 demi moins pi de x moins 3 demi. D'accord? Donc, j'ai écrit f' comme étant la somme de deux fonctions portes translatées et dont l'une a été tout simplement multipliée aussi par le signe moins.
Comment j'ai eu cette idée? C'est à partir du graphe. Quand je vois le graphe et quand je vois que ce sont des fonctions qui vivent et qui valent une constante sur un intervalle d'amplitude 1, je dois tout de suite penser à la fonction porte. Parce que je sais que la fonction porte, elle vit sur un intervalle d'amplitude 1. Donc, quand je vais la translater, quand je vais faire un décalage sur l'axe des temps, sur l'axe des x, j'obtiens toujours un autre signal qui est aussi vivant, qui vit, qui est non nul sur cet intervalle-là d'amplitude 1. Alors maintenant, pour cette décomposition de f' à l'aide de la fonction porte, je vais appliquer la transformation de Fourier. Donc, en premier lieu, je vais utiliser quelle propriété? Linéarité. Oui, exactement. Donc, en premier lieu, je vais utiliser la linéarité. Parce que je vais écrire que la transformée de Fourier de f', qui est la transformée de Fourier de pi de x plus 3,5 moins pi de x moins 3,5, c'est la transformée de Fourier de pi de x plus 3,5 au point S moins la transformée de Fourier de pi de x moins 3,5 au point S. Donc, attention ici, dans mon écriture, vous voyez les chapeaux, comment ils sont grands quand je les ai écrits. Autrement dit, quand je mets ce chapeau sur pi de x plus 3,5, ça veut dire que c'est la transformée de Fourier de la fonction qui a x associée pi de x plus 3,5 et la transformée de Fourier, je la calcule toujours au point S. Donc là, j'ai utilisé l'abus et je me suis permise d'enlever la flèche. Il faut lire derrière tout ça, c'est la transformée de Fourier de la fonction qui a x associée pi de x plus 3,5 au point S moins la transformée de Fourier de la fonction qui a x associée pi de x moins 3,5 au point S également. Bon, donc dans cette première ligne-là, j'ai utilisé la linéarité. Maintenant, je vais utiliser les deux autres propriétés qu'on a vues. La dernière, c'est-à-dire la transformée de Fourier de la dérivée, vous vous rappelez, celle qu'on vient juste de voir. Donc, la toute dernière. La transformée de Fourier de la dérivée, c'est 2i pi s fois f chapeau de s. C'est ce que j'ai mis ici. Donc, la transformée de Fourier de f', c'est 2i pi s fois f chapeau de s. Et maintenant, je vais utiliser la transformée de Fourier d'une fonction translatée. La troisième propriété qu'on a vue. Donc, transformée de Fourier de pi de x moins x0, c'est exponentielle moins 2i pi s x0 fois f chapeau de s. Donc, transformée de Fourier de pi de x plus 3,5 au point s. Donc, ce qui joue le rôle de x0 ici, c'est moins 3,5. Donc, exponentielle moins 2i pi s fois moins 3,5 fois pi chapeau de s. La même chose ici, sauf que ici, le x0, il ne vaut pas moins 3,5, mais il vaut 3,5 dans la deuxième moitié ici de cette égalité. Donc, ça va faire exponentielle moins 2i pi s fois 3,5 fois pi chapeau de s. Et là, maintenant, je peux mettre pi chapeau de s en facteur. Quand je mets pi chapeau de s en facteur, je vais avoir ici, en simplifiant par moins 2 et moins 2, exponentielle 3i pi s moins exponentielle moins 3i pi s. Et ça, c'est exactement 2i sinus 3 pi s. Vous voyez? Alors maintenant, donc pour s différent de 0, je vais diviser par pi s. Les deux i vont se simplifier à droite et à gauche. Et je vais avoir donc f chapeau de s qui vaut sinus pi s sur pi s. Ça, c'est pi chapeau de s. Donc, pour s différent de 0, pi chapeau de s, c'est sinus pi s sur pi s. Et là, je vais avoir donc sinus 3 pi s qui est divisé par le pi s qui est ici à gauche. Donc, f chapeau de s pour s différent de 0, c'est sinus pi s sur pi s fois sinus 3 pi s sur pi s. Bien sûr, je dois retrouver exactement la même chose qu'avec la méthode utilisée auparavant.
quand on a fait le calcul direct du spectre de f. Donc, il suffit juste d'utiliser la formule trigonométrique sinus A fois sinus B. Donc, sinus pi s fois sinus 3 pi s, c'est 1/2 cosinus de pi s moins cosinus 4 pi s sur pi s, le tout au carré, si s est différent de 0. Et f chapeau de 0 qui vaut 3. On l'a déjà calculé tout à l'heure. OK? Donc là, on a retrouvé le résultat de tout à l'heure, celui qu'on a trouvé avec la méthode de calcul direct. On l'a retrouvé en utilisant f'. Pourquoi c'était intéressant d'utiliser f', la dérivée de f? Parce qu'en fait, f' s'exprime à l'aide de fonctions portes translatées. D'accord? Et je répète encore, j'ai dit au début de la séance que quand vous retrouvez dans un exercice le spectre de pi, la fonction porte, ou le spectre de delta, la fonction triangle, ou le spectre de exponentiellement a valeur absolue de x, ou le spectre de la gaussienne exponentielle moins pi x carré, vous pouvez utiliser ces 4 résultats directement pour le calcul des spectres. Ça, c'est un acquis, on l'a déjà fait en cours, donc vous utilisez ces résultats directement sans reprendre les calculs. C'est ce qu'on a fait ici dans cet exercice d'ailleurs. On a utilisé pi chapeau de s directement. D'accord? Donc quand j'ai un signal quelconque, si je peux exprimer ce signal à l'aide de la fonction porte ou de la fonction triangle ou de la gaussienne ou de la fonction exponentielle moins a valeur absolue de x, je le fais parce que ça me permet de gagner du temps et de ne pas faire de calcul, parce que je connais les spectres de ces signaux bien particuliers. D'accord? Bon, donc ça c'était l'exercice 3. Alors rapidement, l'exercice 5, c'est le même principe. Donc, juste la première question de l'exercice 5, la deuxième question, on la gardera pour plus tard. Donc, l'exercice 5, on vous dit exprimer la dérivée de la fonction triangle à l'aide de la fonction porte. Je répète encore la question. Donc, l'exercice 5, on vous dit exprimer la dérivée de la fonction triangle à l'aide de la fonction porte. Je vous rappelle que la fonction triangle, c'est la fonction qui vaut 1 moins valeur absolue de x entre moins 1 et 1. Donc, si valeur absolue de x est inférieure à 1, ça vaut 1 moins valeur absolue de x et elle est nulle ailleurs. Voilà, elle est tracée devant vous, la fonction triangle. Alors, de point de vue régularité, je vous rappelle que c'est un signal qui est régulier. Il y a juste un problème de dérivée au point. Ou est-ce qu'elle n'est pas dérivable, la fonction triangle? En 1. C'est tout? En 0, elle est en 0. C'est tout? Moins 1, 1, 0. Moins 1, 0 et 1. Donc, la fonction delta n'est pas dérivable. 3 points, moins 1, 0 et 1. Mais, en ces 3 points-là, elle admet une dérivée à droite et une dérivée à gauche. D'accord? Sur les 3 sommets de ce triangle, comme vous voyez, vous avez une dérivée à droite et une dérivée à gauche. C'est bien sûr un signal qui est stable, puisqu'il vit sur un intervalle moins 1, 1. Donc, on a déjà calculé sa transformée de Fourier par un calcul direct et on a dit que delta chapeau de S, le spectre de delta, c'était le spectre de la fonction triangle au carré. D'accord? Donc, delta chapeau de S, c'est sinus pi s sur pi s au carré si S est différent de 0 et ça fait 1 si S est égal à 0. Alors, dans cette première question de l'exercice 5, on vous demande
de retrouver ce résultat avec une autre manière. Donc, c'est un résultat qu'on connaît déjà, mais on veut juste le retrouver avec une autre manière. Et on vous propose justement d'utiliser la dérivée de delta. Alors, quand je dérive delta, bien sûr, en dehors de l'intervalle moins 1, 1, je vais avoir 0. Suivez avec moi sur le graphe. Hein. Donc, en dehors de l'intervalle moins 1, 1, delta prime est nul. Sur l'intervalle 0, 1, je vais dériver 1 moins x. Je dérive 1 moins x, donc ça va donner moins 1. Et sur l'intervalle moins 1, 0, je vais dériver 1 plus x, et donc ça va donner plus 1. D'accord? Bien sûr, cette dérivée, elle est définie sur R, privée des 3 points, moins 1, 0 et 1, là où la fonction n'est pas dérivable. Hein, la fonction delta n'est pas dérivable. Donc, quand je parle de delta prime qui est définie sur le domaine de dérivabilité de delta, c'est-à-dire R privé des 3 points, moins 1, 0 et 1. Bon, alors, dès que je vois delta prime, le graphe de delta prime, je repère tout de suite deux fonctions différentes. Celle qui est à gauche, c'est une fonction qui vit entre moins 1, 0, qui est nulle ailleurs, et qui vaut 1. Celle qui est à droite, c'est une fonction qui vit entre 0 et 1, et qui vaut moins 1. Bon, ce sont deux fonctions qui vivent sur un intervalle d'amplitude, combien ? 1, oui. L'intervalle moins 1, 0 ou l'intervalle 0, 1, ce sont deux intervalles d'amplitude 1, de longueur 1. Donc, et en plus, elles sont à chaque fois constantes sur ces deux intervalles-là. Donc, en fait, ça me fait tout de suite penser à deux fonctions portes qui ont été translatées. Le problème à chaque fois, c'est quelle est cette translation. Donc, il suffit juste d'écrire sur un brouillon que c'est pi de x moins x0 et de déterminer le bon x0 tout simplement. D'accord? La fonction porte initialement vit entre moins 1,5 et 1,5. Cette fonction, par exemple, qui est à gauche, qui vit entre moins 1 et 0, c'est exactement la fonction pi de x plus 1,5. Parce que quand je prends pi de x plus 1,5, elle va vivre quand x plus 1,5 compris entre moins 1,5 et 1,5, donc x compris entre moins 1 et 0. Et la fonction qui est à droite, quand je prends pi de x moins 1,5, elle va vivre quand x moins 1,5 est compris entre moins 1,5 et 1,5, c'est-à-dire x compris entre 0 et 1. D'accord? C'est ce qui est marqué à gauche. Vous voyez? Donc, en partant de la fonction porte, on peut déduire ce que c'est que pi de x plus 1,5, ce que c'est que pi de x moins 1,5. Et finalement, donc, je comprends et je déduis que delta prime, la dérivée de delta sur son domaine de définition, elle sera définie par la somme, elle sera décomposée par l'écriture suivante. Donc, c'est pi de x plus 1,5 moins pi de x moins 1,5. Le moins, vous l'avez compris, en fait, parce que la fonction, elle vaut moins 1 et non pas plus 1 entre 0 et 1. D'accord? Donc, c'est exactement le même type de raisonnement qu'on a fait tout à l'heure dans l'exercice 3 avec le signal f. Là, on est en train de le faire pour la fonction triangle. Et je vais appliquer la transformation de Fourier. Donc, tout d'abord, je vais utiliser la linéarité comme tout à l'heure. OK, vous suivez? Donc, delta prime de x, c'est pi de x plus 1,5 moins pi de x moins 1,5. Je passe à la transformation de Fourier. J'utilise la linéarité. Donc, la transformée de Fourier de delta prime au point S. Donc, attention,
vous mettez le chapeau sur delta prime. C'est tout à fait différent de la dérivée de delta chapeau. Hein? Donc, le prime, il est en dessous du chapeau. Je calcule le spectre de delta prime. Donc, ça vaut le spectre de pi de x plus 1,5 au point S moins le spectre de pi de x moins 1,5 au point S. Le spectre, je le calcule toujours au point S. Et à gauche, j'utilise la propriété, la dernière propriété, c'est-à-dire le spectre de delta prime, et plus 2IPS fois delta chapeau de S. Donc, maintenant, comme tout à l'heure aussi, je vais utiliser la propriété transformée de Fourier de pi de x moins x0, transformée de Fourier de f de x moins x0, donc exponentielle moins 2IPS x0, fois pi chapeau de s. Donc là, x0 dans ce cas-là vaut moins 1,5. Et dans le deuxième cas, x0 vaut plus 1,5. Donc ça va faire exponentielle moins 2IPS fois 1,5 pi chapeau de s. Je mets pi chapeau de s en facteur. Et donc ça va faire exponentielle IPS moins exponentielle moins IPS fois pi chapeau de s. Donc, pour S différent de 0, je vais remplacer pi chapeau de S par sinus pi S sur pi S. Donc, je vais avoir ici pi chapeau de S que j'ai remplacé par sinus pi S sur pi S, exponentielle I pi S moins exponentielle moins 2i moins I pi S, ça c'est 2i sinus pi S. Et je divise par 2i pi s. En simplifiant par 2i, ce que je vais récupérer, c'est exactement sinus pi s sur pi s, le tout au carré. C'est un résultat que je connais, auquel je m'attends bien sûr. Hein. Je le connais parce que j'ai déjà fait un calcul direct et je sais que je vais obtenir ça. Mais là, on l'a retrouvé d'une autre manière. Donc, c'est une deuxième manière de calculer le spectre de la fonction triangle en utilisant, bien sûr, sa dérivée. Donc, j'ai écrit la dérivée de delta, je l'ai exprimée à l'aide de la fonction porte. Donc, j'ai exprimé delta prime à l'aide de la fonction porte pi. OK? Il y a une deuxième méthode aussi qui est indiquée dans l'exercice 5 qu'on va garder pour plus tard. Bon, donc la correction de ces deux exercices-là, je vais la mettre sur la plateforme tout à l'heure. Donc, toutes ces propriétés-là qu'on a vues aujourd'hui ne sont pas supposées connues pour le DS. Et tous les calculs qu'on a fait aujourd'hui, ça vous rafraîchit et ça vous rappelle tout ce qu'on a vu aussi la semaine dernière à propos de la transformée de Fourier. Donc, j'ai repris exprès la définition, j'ai repris beaucoup de résultats aussi qu'on a vus et des techniques de calcul d'intégrale. OK? Alors, je vous propose juste 10 minutes de repos et on se retrouve pour le cours de probabilité. Il va prendre au grand maximum 1 heure, pas plus. Oui? Vous êtes à l'écoute? Donc, madame, le transformer le Fourier moins 1 ou les outils dont je dis rien. Regardez, ce sont des notions que vous pouvez utiliser sans leur donner leur nom. C'est-à-dire, je pourrais donner un exercice où vous pouvez utiliser des calculs d'intégrale sans vraiment dire que ça, c'est la propriété de la transformée de Fourier de la dérivée ou de la transformée de Fourier d'une dilatation ou de la transformée, d'accord. Mais vous avez compris, bien sûr, que ce qu'on a fait aujourd'hui, ça vous a rafraîchi la mémoire à propos de beaucoup de notions que vous devez connaître. OK? De toutes les manières, regardez. Ce qu'on est en train de faire,
indépendamment du DS. Parce que de toutes les manières, après le DS, il va y avoir juste 2 semaines de cours. Donc, on est obligé d'avancer. Et là, on est en train, ce que je suis en train de faire, c'est juste essayer de faire le maximum pour terminer le programme et pour ne pas être bousculé. Juste après les DS, dans tous les cas, je vais terminer avec ce chapitre-là. Il me restera juste une autre séance avec ce chapitre et ensuite, il y aura le dernier chapitre à faire aussi. D'accord? Madame, معناها les résultats نتاع الكور نتاع معناها الريزلتات كالكول يعني معناها في الكور نجمو نستعملوهم في الدي اس. Vous parlez de quel résultat? Le cours qu'on a fait la dernière fois? لا نتاع اليوم معناها نتاع الديريفي وترانسفورم فورير موان 1 وكل شيء لي فورمول هذوك. Je ne vous donnerai pas ça directement. D'accord? Donc, j'ai dit que vous aurez un exercice où vous allez calculer la transformée de Fourier d'un signal. Donc, vous allez utiliser la définition de la transformée de Fourier. Donc, si jamais il y a des techniques qui ne sont pas habituelles, on vous guidera. OK? Ça ne va pas du tout être un exercice compliqué, ça va être un exercice très simple. On vous guidera là-dessus si jamais il y a vraiment des techniques à utiliser qui sont différentes. Mais ne craignez rien, ça ne va pas du tout être un exercice qui tombe du ciel, qui est choquant. Ça va être un exercice très naturel où je vais juste tester votre capacité à appliquer la définition de la transformée de Fourier avec des techniques de calcul d'intégrale tout simplement. D'accord? Madame. Ce qu'on a fait aujourd'hui, par exemple, dans toutes ces propriétés, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pratiquement, on a repris la définition de la transformée de Fourier et on a fait des calculs dans la majorité des cas en utilisant soit une intégration par partie, soit un changement de variable. C'est ce qu'on a fait, n'est-ce pas? C'était soit des changements de variables, soit une intégration par partie. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit que ça va être un moyen de vous rafraîchir la mémoire concernant les calculs d'intégrale. Parce que ce que vous allez avoir dans le DS, c'est un exercice tout simple où vous avez une fonction, un signal, et on va vous demander donc de calculer son spectre. Donc, pour calculer son spectre, vous allez avoir une intégrale à calculer. Donc, qui dit intégrale à calculer, dit soit une intégration par partie, soit un changement de variable. Donc, dites-vous bien que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était des exercices. Ce n'était pas vraiment un cours. C'est pour ça que je vous dis, c'est-à-dire pour l'instant, pour le DS, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était un entraînement et vous n'êtes pas du tout supposé mémoriser ce qu'on a fait aujourd'hui pour la semaine prochaine. C'est-à-dire ce ne sont pas des propriétés que vous allez appliquer pour le DS. C'était juste des exercices pour pratiquer encore plus un calcul d'intégrale pour la semaine prochaine, pour le DS. C'est clair? Oui, madame. Oui. Donc, dites-vous bien, les propriétés qu'on a fait aujourd'hui, c'était des exercices pour s'habituer à calculer des intégrales, des techniques différentes de calcul d'intégrales. Plus tard, pour l'examen plus tard, ce sont des propriétés que vous allez pouvoir utiliser directement. Pour l'examen. Madame, يعني pour le DS مش لازم نحفظهم. Voilà, c'est ça. Vous n'apprenez rien de ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était des exercices de calcul d'intégrale tout simplement, qui vous aident à réfléchir la mémoire. On était en train de calculer des spectres différents, des spectres d'une fonction dilatée, des spectres d'une fonction tremblatée, le spectre de la fonction dérivée. Mais vous n'êtes pas, c'est pas des formules que vous allez apprendre pour la semaine prochaine pour le DS. Mais plus tard, dans l'examen, vous allez apprendre ces formules et les utiliser directement. Mais aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'était des calculs
qui vous aident à vous rafraîchir. C'était des exercices. Pour vous, c'était des exercices tout simplement. D'accord? Oui, Alors, madame. on se retrouve dans un quart d'heure ou 10 minutes. Vous n'avez rien après, hein? Vous avez un cours en ligne juste après le cours. Mon cours à moi? Vous êtes limité par le temps après ou pas? Non. Non. Donc, Oui, madame. à quelle heure vous avez un cours? Oui, madame, nous sommes limités. D'accord, 11h30. français. Non, vous n'avez pas de cours à 11h30, je pense pas. معناتها الفرنسي بعثت لنا قلت انا نقد لا. Bon, mais, donc dans ce cas-là, on ne prend pas de pause et on continue avec la probabilité. De toutes les manières, ce n'est pas du tout un cours difficile.